Le 11 mai 2026, un chiffre est tombé à Pékin. Un chiffre dont presque aucun média français n'a parlé. L'indice des prix à la production chinois, le PPI, Producer Price Index, c'est-à-dire l'indice qui mesure les prix de sortie d'usine, a bondi de 2,8% sur un an. Vous allez me dire, 2,8%, c'est pas grand-chose. Sauf qu'avant ce chiffre, il y avait eu 41 mois consécutifs de baisse, quasiment 4 années, pendant lesquelles les usines chinoises ont vendu de moins en moins cher. Donc, en gros, pendant 4 ans, la Chine a rogné sur ses marges pour continuer à exporter. Ensuite, en mars 2026, les prix sont repassés en territoire positif. Et là, en avril dernier, c'est l'accélération brutale, un plus haut depuis 45 mois. Et l'acheteur final de toute cette déflation chinoise, vous l'avez bien compris, c'était l'Occident. Le consommateur européen, l'investisseur français qui détient un ETF MSCI World ou un fonds en euros. Pendant 20 ans, le montant sur les étiquettes de nos achats n'a pas explosé parce que les usines asiatiques acceptaient de vendre avec des marges écrasées et parce que les monnaies asiatiques étaient maintenues volontairement, mécaniquement, politiquement, faibles. Et cette période est en train de se terminer. Et le portefeuille moyen d'un investisseur français, typiquement 70 à 90% en zone dollar et euro, dominé par les valeurs technologiques américaines, n'est pas du tout positionné pour ce qui arrive. Alors, je vais tout de suite vous expliquer le mécanisme complet et si vous voulez aller plus loin que cette vidéo et reconstruire un portefeuille qui ne soit pas adossé uniquement à ce régime qui est en train de s'éteindre, j'ai mis en description un lien vers ma formation 10x10. C'est gratuit, en français, et ça vous permettra de sortir du bruit médiatique trompeur pour choisir en toute connaissance de cause le bon endroit où investir. Donc, reprenons depuis le début pour comprendre pourquoi ce chiffre chinois de 2,8%, vous savez le PPI, est un signal de rupture. Il faut se souvenir comment fonctionne le monde depuis l'entrée de la Chine dans l'Organisation mondiale du commerce en 2001. J'ai commencé à investir en 1994. À l'époque, l'inflation française était autour de 2%. Mon père, qui était maçon, me disait quelque chose que je n'ai pas compris ou que j'ai compris plus tard. Les prix, ça monte toujours, c'est la vie. Pour lui, l'inflation des années 70 et 80, qui pouvait parfois monter jusqu'à 10 à 13% par an, c'était la norme. Et il avait raison de son point de vue, ou du point de vue de sa génération. Mais ce qu'il n'a pas vu venir, c'est ce qui s'est passé après 2001. À partir de 2001, on a connu un phénomène que les économistes appellent le China Shock. Une combinaison de 3 éléments. Une main-d'œuvre asiatique massive et peu chère, des capacités industrielles colossales construites à crédit, et des monnaies asiatiques structurellement sous-évaluées. Le yuan chinois, le won coréen et surtout le yen japonais maintenu artificiellement faible par la Banque du Japon. Résultat concret, pendant 20 ans, à chaque fois que vous alliez acheter une télé, un vélo, un t-shirt ou un smartphone, vous payiez un peu moins cher que l'année précédente, à qualité égale. Une télé à 1000 euros en 2003 vous donnait, en 2015, un écran 2 fois plus grand pour le même prix. Et en 2020, un écran encore meilleur pour 600 euros. C'est ça, importer la désinflation. Le prix des objets manufacturés baissait année après année. Alors, comment c'était possible? Pas par magie. Quelqu'un payait à votre place. 2 acteurs en réalité. Premier acteur, l'ouvrier asiatique. Un ouvrier dans une usine chinoise du Guangdong gagnait, dans les années 2000, l'équivalent de 100 ou 150 euros par mois pour fabriquer les mêmes produits qu'un ouvrier français qui en touchait 1500. La différence de salaire, environ 1350 euros par mois et par ouvrier. Et c'est exactement ce qui ne se retrouvait pas dans le prix de votre téléviseur. Deuxième acteur ayant payé à notre place, les banques centrales asiatiques. La Banque populaire de Chine et la Banque du Japon ont, pendant 20 ans, maintenu volontairement leur monnaie, le yuan et le yen, à un niveau artificiellement bas. Pourquoi? Parce qu'une monnaie faible rend les exportations moins chères pour l'étranger. Concrètement, si le yuan vaut 10 centimes d'euros au lieu de sa valeur réelle de 15 centimes d'euros, alors une télévision fabriquée pour 1000 yuan vous coûte 100 euros au lieu de 150. La banque centrale chinoise vous faisait, sans que vous le sachiez, une remise de 33% sur tout ce que vous achetiez en Chine. Donc, quand vous achetiez un téléviseur Samsung ou un iPhone assemblé en Chine, vous bénéficiez de 2 subventions cachées, celle de l'ouvrier asiatique qui acceptait un salaire bas et celle de la banque centrale asiatique qui maintenait sa monnaie faible. Vous voyiez juste à l'époque une étiquette de prix. Mais derrière cette étiquette,
Il y avait un transfert de richesse de l'Asie vers votre poche. Et nos banques centrales en face, la BCE, Banque centrale européenne, la Fed, Banque centrale américaine, pouvaient ainsi imprimer de la monnaie sans déclencher d'inflation visible. La pression à la baisse venait d'Asie et compensait. C'est ce qui a permis les politiques de taux zéro de 2008 à 2022. Sans la déflation asiatique, ces taux zéro auraient déclenché une inflation à deux chiffres bien avant 2022. Alors, rassurez-vous, ce n'est pas votre faute si votre portefeuille est positionné comme il l'est actuellement. Pendant 20 ans, l'allocation ETF World plus fonds en euros était objectivement la bonne allocation. Personne ne nous a alertés dans les médias, chez notre conseiller bancaire ou ailleurs, à anticiper qu'un régime monétaire mondial qui dure depuis 20 ans peut se retourner en l'espace de 3 ans. En 2022, l'inflation est revenue, 6% en France, 10% en Espagne. Mes parents qui avaient vécu les années 70 m'ont dit on vous l'avait bien dit. Toute une génération d'économistes occidentaux avait décrété que l'inflation était morte. Elle n'était pas morte, elle était juste anesthésiée par l'Asie. Et depuis 2022, le monde a changé. On assiste à trois mouvements simultanés. Premier mouvement, la Chine ne peut plus exporter de déflation. Le PPI qui repasse en positif après 41 mois de baisse, ce n'est pas un accident statistique. C'est le signe que les usines chinoises ont atteint leurs limites. Elles ont vendu à perte trop longtemps. Les coûts de l'énergie remontent, les coûts des matières premières remontent et Pékin lui-même pousse pour que les acteurs industriels arrêtent de se cannibaliser entre eux dans une guerre de prix interne. C'est le mot officiel à Pékin, la fin des involutions. Deuxième mouvement, les monnaies asiatiques ne resteront pas indéfiniment sous-évaluées. Goldman Sachs, pas exactement une banque connue pour son alarmisme, estime que le yuan chinois est sous-évalué de 25% par rapport à sa valeur d'équilibre. Leur modèle interne situe la juste valeur du yuan autour de 5 yuan pour 1 dollar. On est aujourd'hui bien au-delà. Et Goldman Sachs fait du yuan l'un de ses paris de change à plus forte conviction pour 2026. Mais alors, pourquoi c'est important pour vous? Parce que quand vous achetez un produit fabriqué en Chine, vous payez deux choses, son coût industriel et l'effet du taux de change. Pendant 20 ans, le taux de change vous a donné une remise structurelle. Si le yuan se réévalue de 15 ou 20%, cette remise va disparaître. Et elle disparaît mécaniquement dans le prix de tout ce que vous achetez. Troisième mouvement, et on va en parler, l'énergie reste structurellement chère. Et c'est là que ça devient sérieux pour votre pouvoir d'achat. On parle souvent d'inflation alimentaire comme si c'était un sujet séparé de l'énergie, mais ça ne l'est pas. L'agriculture moderne, c'est un système qui transforme du gaz naturel et du diesel en calories consommables. Les engrais azotés, qui font pousser à peu près tout ce qu'on mange dans le monde, sont fabriqués à partir d'ammoniac. Et l'ammoniac est fabriqué à partir de gaz naturel, à la fois comme matière première et comme source d'énergie pour la réaction qui crée l'ammoniac. Quand le gaz est cher, les engrais sont chers. Quand les engrais sont chers, le coût de production agricole grimpe. Et derrière, vous avez les tracteurs au diesel, les camions au diesel, les cargos au fioul lourd et la chaîne du froid qui consomme de l'électricité. Une étude récente du WWF, World Wide Fund for Nature, évalue que le système alimentaire mondial consomme environ 30% de l'énergie totale mondiale, majoritairement fossile. 30% pour faire manger les gens. Donc, récapitulons les trois mouvements qui se produisent en même temps. Premier mouvement, la Chine ne baisse plus ses prix de sortie d'usine. Pendant 41 mois, ces usines vendaient chaque mois un peu moins cher. Depuis mars 2026, c'est terminé. Les prix repartent à la hausse. Pour vous, ça veut dire que la baisse des prix des produits manufacturés que vous connaissiez depuis 20 ans s'arrête net. Deuxième mouvement, les monnaies asiatiques vont se réajuster à la hausse. Le yuan chinois est sous-évalué de 25% selon Goldman Sachs. Quand une monnaie est sous-évaluée, elle finit toujours par remonter. C'est juste une question de temps. Pour vous, ce que ça veut dire, c'est que la remise de change, la ristourne dont vous bénéficiez sur tout ce qui était fabriqué en Asie, va progressivement disparaître. Troisième mouvement, l'énergie reste structurellement chère. Le pétrole, le gaz, l'électricité ne reviendront pas au niveau d'avant 2020. Pour vous, ça veut dire que tout ce qui dépend de l'énergie, c'est-à-dire à peu près tout, de votre alimentation à vos transports, garde un coût de production élevé. Quand ces trois mouvements se combinent, ce que vous obtenez, c'est pas une petite vague d'inflation passagère comme celle de 2022. C'est un changement de régime monétaire complet. Le régime qui a duré de 2001 à 2022, une Asie qui exporte de la déflation, une énergie bon marché, un taux d'intérêt proche de zéro, ce régime-là est terminé.
on entre dans autre chose. Et c'est dans ce autre chose que vos ETF MSCI World et vos fonds en euros se retrouvent du mauvais côté du basculement. Alors, avant d'aller plus loin, je veux donner sa chance à l'argument inverse, parce que la plupart des analystes que vous lisez en ce moment vous disent l'inverse de ce que je vous raconte. Leurs arguments sont solides. Ils vous diront la Chine connaît une crise immobilière depuis 2021. Sa demande intérieure est faible. Les exportateurs chinois ont structurellement intérêt à maintenir des prix bas pour préserver leur part de marché. Et l'innovation technologique, l'intelligence artificielle, l'automatisation, les énergies renouvelables, est intrinsèquement déflationniste sur le long terme. Donc, l'inflation va retomber et une allocation classique fonctionnera encore très bien. Alors, l'argument est tout à fait acceptable. C'est vrai. Tout ce que je viens de dire est vrai. Mais voilà ce que l'argument oublie. Premièrement, la déflation chinoise des 3 dernières années n'a pas suffi à compenser le choc énergétique post-guerre en Ukraine. On a quand même eu 6 à 10% d'inflation en Occident en 2022-2023, alors même que la Chine baissait ses prix de sortie d'usine. Imaginez ce qui se passe maintenant que la déflation chinoise s'éteint et que l'énergie reste chère, voire va même monter. Deuxièmement, la baisse des prix chinois reposait sur un sacrifice de marge qui n'est plus tenable politiquement. Pékin ne veut plus voir son secteur industriel s'auto-cannibaliser. Sans parler des attentes de la population en termes de pouvoir d'achat. Troisièmement, la déflation technologique de long terme est réelle, mais elle est plus que compensée à court terme par le rééquilibrage des taux de change et par la guerre de sécurisation des matières premières. Et la sécurisation des matières premières, c'est le quatrième élément du puzzle. Et c'est là que ça devient géopolitique. En novembre 2024, Xi Jinping a inauguré en visioconférence un mégaport en Amérique du Sud. Alors pas n'importe où, à Chancay, au Pérou. Un port construit et opéré par COSCO, le géant maritime public chinois. Xi Jinping a qualifié ce port de nouveau chemin Inca. Ce port réduit de 10 jours le temps de transport entre l'Amérique du Sud et l'Asie. Concrètement, ça veut dire que le cuivre chilien, le soja brésilien, le lithium argentin et les minerais critiques sud-américains, globalement, transitent de plus en plus directement vers les usines chinoises sans passer par les hubs traditionnels. La Chine est aujourd'hui le premier partenaire commercial de la quasi-totalité de l'Amérique du Sud. Elle finance les infrastructures, les mines, les centrales électriques et bientôt les ports d'exportation. Pour Pékin, ce n'est pas de la générosité, c'est une stratégie d'approvisionnement à long terme, sécuriser les entrants dont la Chine a besoin pour ces 20 prochaines années. Pendant le même temps, en Europe, on en est à supprimer des jours fériés pour financer les budgets de défense. Le Danemark a fait exactement ça pour atteindre l'objectif de 2% du PIB de l'OTAN. Vous voyez le contraste. La Chine construit des ports géants au Pérou pour sécuriser le cuivre sur les 30 prochaines années. L'Europe, elle rogne sur le temps libre de ses citoyens pour boucler son budget annuel. Le résultat de tout ça, sur les prochaines années, la Chine sera mieux protégée contre les chocs de matières premières que l'Occident. Et pour la première fois depuis très longtemps, ce sont les usines chinoises qui auront le pricing power, c'est-à-dire la capacité à imposer leurs prix et leur hausse de prix, et pas les acheteurs occidentaux. Alors maintenant, ramenons tout ça à votre portefeuille. Si vous êtes un investisseur français typique, vous détenez probablement une combinaison de trois choses. Un ETF monde ou S&P 500, un fonds en euros et peut-être un peu d'immobilier français. Regardons honnêtement comment chacun de ces actifs se comporte dans le régime qui arrive. Alors, l'ETF monde, malgré son nom, c'est environ 70% de valeur américaine, dont une part énorme dans la tech méga cap. Ces valeurs ont prospéré dans le régime 2010-2021 grâce à une mécanique simple, les taux d'intérêt étaient proches de zéro. Et quand les taux sont à zéro, les bénéfices d'une entreprise, ceux qu'elle promet dans 10 ou 20 ans, valent presque autant qu'un euro encaissé aujourd'hui. C'est ce qui permettait à une entreprise comme Tesla ou Amazon de valoir des centaines de milliards alors qu'elle gagnait peu d'argent. Le marché payait pour des promesses lointaines. Changez le régime, remettez des taux d'intérêt élevés et un euro promis dans 20 ans vaut soudainement beaucoup moins qu'un euro d'aujourd'hui. Les valorisations se dégonflent mécaniquement. Le fonds en euros, c'est essentiellement la dette d'État européenne et un peu de grosses sociétés privées, des corporate investment grade. Quand l'inflation revient et que les taux nominaux n'arrivent pas à suivre, vous perdez du pouvoir d'achat chaque année. Pas en nominal. Vos relevés montrent toujours un petit rendement positif,
mais en pouvoir d'achat réel, c'est une perte continue. Si l'inflation tourne à 4% et votre fonds en euros à 2%, bah vous perdez 2% par an. Sur 10 ans, ça fait environ 18% de pouvoir d'achat qui s'envole. Sur un patrimoine de 200 000 euros, on parle de 36 000 euros qui partent en fumée. Alors, l'immobilier français, c'est un sujet plus complexe et plus sensible. On en reparlera dans une autre vidéo, mais retenez que dans un régime d'inflation élevé et de taux d'intérêt élevés, la prime du crédit immobilier va diminuer brutalement et l'illusion patrimoniale française va se fissurer. Donc, à ce stade de la vidéo, vous voyez bien que les trois piliers patrimoniaux classiques d'un Français, ETF World, fonds euro, immobilier, sont tous mal positionnés pour ce qui arrive. Et c'est exactement à ce moment-là qu'on me dit habituellement, mais alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Tout vendre, acheter de l'or, partir au Pérou? Non. Le bon réflexe n'est ni la panique ni la radicalité. Le bon réflexe est ailleurs. Mes grands-parents espagnols étaient des paysans, pauvres. Sous Franco, ils ont vu la peseta perdre sa valeur sans rien avoir pour se protéger. La valeur du peu d'argent qu'ils mettaient de côté fondait comme neige au soleil. Ce ne sont pas mes grands-parents qui m'ont appris la valeur de l'or. C'est le fait qu'ils n'avaient pas d'or qui m'a appris la valeur de l'or. Quand l'inflation arrive, ceux qui n'ont aucune protection sont les premiers à payer. Donc j'ai compris très tôt que certains actifs comme l'or ne sont pas là pour performer, mais pour amortir les chocs que les pauvres encaissent en plein visage. Le bon réflexe face au régime qui s'installe, ce n'est pas de tout liquider, c'est de reconnaître que la concentration géographique et en classe d'actifs qui vous a bien servi pendant 20 ans devient progressivement un risque. Et donc d'introduire de la diversification là où elle n'existe pas encore, vers les matières premières, vers les marchés émergents producteurs de ces matières premières, vers des devises qui ne sont pas l'euro et le dollar. Ce qui se joue à l'échelle macroéconomique, c'est un choix entre trois options pour l'Occident. Option 1, bloquer, mettre des barrières douanières, restreindre les ports technologiques, fermer le marché aux produits asiatiques. Le problème, sans usine locale prête à prendre le relais, on importe encore plus d'inflation. Option numéro 2, continuer à importer, accepter de payer plus cher des produits asiatiques qui ne sont plus subventionnés par les marges écrasées des usines chinoises et des monnaies sous-évaluées. C'est le chemin par défaut. Et c'est celui qui frappe le plus durement les classes populaires. Option numéro 3, réindustrialiser. Reconstruire les capacités productrices chez nous. C'est la voie la plus difficile, la plus longue, mais c'est la seule qui produit des emplois locaux et une vraie résilience. C'est probablement ce qui va se passer, mais sur 10 à 15 ans, et avec une transition qui sera douloureuse. À votre échelle d'investisseur, vous n'avez pas le pouvoir de choisir entre ces trois options, mais vous avez le pouvoir de positionner votre portefeuille pour qu'il soit moins exposé au régime qui s'éteint et plus exposé au régime qui se fortifie. Pendant 20 ans, l'Asie a payé pour que le prix sur nos étiquettes ne bouge pas. Cette époque est révolue et c'est maintenant qu'il faut s'adapter, pas dans 2 ans. Et avant de fermer cette vidéo, j'aimerais qu'on discute en commentaire. Alors, 3 questions. Premièrement, est-ce que vous avez le sentiment que l'inflation que vous vivez aujourd'hui sur vos courses et vos factures correspond aux chiffres officiels de l'INSEE? Ou est-ce que vous voyez un écart? Deuxièmement, si vous deviez réduire votre exposition aux ETF World et aux fonds en euros, qu'est-ce qui vous freine concrètement? L'incertitude de savoir où réallouer votre patrimoine, la fiscalité PEA ou assurance vie, l'inertie ou autre chose? Et troisièmement, est-ce que vous pensez que la France et l'Europe sont capables de réindustrialiser dans les 10 prochaines années? Ou est-ce qu'on est déjà en train de passer définitivement à côté? Alors, je lis tous les commentaires et c'est souvent là que naissent les sujets des vidéos suivantes. Ce que je vous ai présenté aujourd'hui, c'est une thèse macroéconomique qui guide ce qu'on construit dans ma formation gratuite 10x10. Si vous voulez aller plus loin, le lien est en description. C'est gratuit, c'est en français et ça couvre les 6 réflexes patrimoniaux qui changent tout quand on sort du modèle 100% ETF World plus fonds en euros. Et puisqu'on a parlé de la Chine et de sa stratégie d'expansion, je vous recommande aussi de regarder la vidéo dans laquelle j'ai analysé en détail le plan chinois en Europe. Comment Pékin reproduit secteur par secteur exactement la stratégie qu'il avait déployée pour son industrie automobile. Alors, c'est l'autre phase de ce qu'on a vu aujourd'hui. À très vite.